Dès le premier doc, on discute avec Netflix pour le diffuser. Netflix, ça tient à une personne qui est responsable de l'acquisition du truc et qui aime ou qui aime pas et qui peut y aller ou pas. Ah, donc c'est vrai que ton premier doc, t'avais 23 piges. Et je les contacte, ils disent quasiment tous oui, c'est assez cool, ça me fait marrer. Ce qui me rémunère, c'est les conférences. Je cherche pas à faire des millions d'euros, j'ai juste ce qu'il me faut pour vivre avec mes confs et on fait un gros truc. Et je me suis dit, mais j'ai aucune envie de ça, j'ai envie d'aller à mon rythme et de faire un truc qui m'éclate vraiment au quotidien. On se laisse guider par les envies, par les projets. Et après, il faut arriver à trouver l'équilibre du temps. Bon, incroyable. On vient juste de se rencontrer, Sam, hein, même si, bien sûr, moi, j'ai l'impression de te connaître depuis des lustres avec toute ta série de documentaires Work in Progress. Franchement, c'est même pour ça que je t'ai invité, parce que ça m'intéresse grave de savoir comment ça se passe, comment on a l'idée d'un documentaire, comment on le produit. Ouais. Vous allez même été plus loin, parce que t'en es au moins au 5-6e, là. Là, on attaque le 6e, là. Ok. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que là, tu viens d'arriver. Donc, on est à Bordeaux, chez Cosmos. Et tu me dis, mec, tu sais que je pense qu'on se parlait déjà il y a plus de 10 ans. Ouais. Parce que tu avais une marque de t-shirt et tu viens de me montrer. Et du coup, ça m'a fait tilt, quoi. C'est ouf, ouais, parce que je me rappelle, je me dis, c'est fou. On s'est pas parlé sur LinkedIn d'abord, on s'est parlé avant, je pense, par email, il y a 10 ans, quand j'étais en école et j'avais monté une marque de vêtements. Et je pense que tu as dû produire une bonne centaine, voire plus. Ah, mais oui, parce que tu viens de me montrer le logo, ça me parle grave, j'adorais ce logo. Donc, c'était la marque, c'était Esquive. La marque, c'était Esquive, Feu Esquive, qui n'existe plus. Ouais, qui n'existait plus. En gros, on faisait des t-shirts et des sweats en lien avec le ski et la montagne, mais à la grande mode des années 2016 où c'était. Les t-shirts à message. Ouais, les t-shirts à message, les trucs imprimés. Et à côté de ça, on faisait aussi des commandes à droite à gauche pour des écoles, des assos, des trucs comme ça. Et je pense que c'est là que j'ai dû t'écrire parce que tu avais une boîte qui faisait que ça à l'époque. Exactement, et nous c'était notre cas, mais moi j'ai eu très vite là où le moment où j'ai commencé à avoir quand même pas mal de succès dans le textile, c'est quand je me suis intéressé justement à toutes ces marques internet qui d'un coup en fait n'avaient plus cette problématique de stock, puisqu'en fait on pouvait produire à la demande, puisqu'on avait nous internalisé les machines numériques. Ouais. On était plus, enfin on avait du textile certes made in Asie mais qui était stocké en France, dispo en France, et on pouvait les imprimer en flux tendu en France, quoi. Ouais, en fait, tu avais le format dropshipping, mais qui mettait pas 3 semaines à arriver d'Asie, qui était imprimé à la demande et qui arrivait sous 3-4 jours en France, quoi. Exactement. Ouais, c'était ouf. Et donc c'est là, donc ok, bah tu vois, j'adore ces petites histoires-là. Je te racontais là un autre épisode que j'avais fait avec Bruno Maltor, où en fait pareil, en se parlant, alors c'était avant l'épisode, je me suis rendu compte, j'ai retrouvé un mail de lui qui datait de 2010. Donc quand tu vois, ça veut dire que les gens qui me voient pas là sur YouTube se rendent compte que je suis un peu âgé, quoi. Se rendent compte que j'ai commencé tôt dans le textile. Et du coup, c'était ma 3 ou 4e commande. Et parce qu'il avait une asso à l'époque Euromed, Kedge Marseille. Ouais. Et je faisais du coup les t-shirts de son asso, etc. Donc on s'était raconté pareil l'anecdote, et c'était marrant de se revoir après, plutôt dans le mode LinkedIn, podcast game, quoi. Mais je vais même te dire, je pense que 80% des gens à qui tu parles aujourd'hui, à qui tu as fait un podcast, sans savoir que c'est toi qui as imprimé un de leurs t-shirts d'assaut, d'école de l'époque, c'est sûr que tu as produit leur truc à l'époque. C'est obligé. C'est vrai qu'étant donné qu'on est tous un petit peu les mêmes, des putains d'hommes blancs qui ont fait des écoles de commerce et qui après ont monté des boîtes, c'est vrai que du coup, il y a quand même de grandes chances, comme j'ai fait ça pendant au moins 6-7 ans, il y a de grandes chances normalement que les t-shirts d'assaut des uns et des autres soient passés entre nos mains, quoi. Même si toi tu passais chez notre ennemi aussi, hein. Oui, Montpellier, on a commencé à Montpellier avec main gauche, qu'on salue évidemment, la haine est partie. Je sais plus ce qu'ils font, j'ai perdu contact, je suis sorti de là-dedans. Tu fais plus de t-shirt du tout, t'es plus là-dedans. Non, le textile c'est fini à vie, quoi. Ouais. On peut pas jamais dire à vie. Des fois j'ai des petits appels comme ça un petit peu à droite à gauche, mais j'essaie de rester concentré et de dire non, quoi. Non, mais t'as l'idée de design, tu te dis putain un jour une petite marque, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est le business parfait quand tu veux te lancer. Il y a pas grand chose à faire, pas de barrière à l'entrée énorme. Quand t'es école de commerce, t'as juste du temps et t'as envie d'apprendre des trucs, c'est trop fort. Et en 2 secondes, t'apprends le sales, t'apprends le marketing, t'apprends un peu tout, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs, tu vois, pareil, quand j'avais reçu Guillaume Moubèche, lui c'était même l'épisode numéro 1 que j'avais sorti quand j'ai lancé ce podcast il y a 3 ans maintenant bientôt. Pareil, son premier business qui a été un flop total, c'est qu'il avait lancé une marque de vêtements, pareil avec son père, parce que comme tu le dis, en fait c'est un business qui demande quasiment 0 € de capital de départ. Tu trouves un fournisseur, tu fais tes designs, tu bidouilles un peu, tu montes ta boutique en ligne. Alors c'est encore plus facile aujourd'hui. Je pense que maintenant c'est encore plus simple avec tous les funnels, ça va être encore plus... Maintenant tu peux même créer les designs avec l'IA, parce qu'avant quand même il fallait avoir, tu sais, le pote graphiste. Tu sais, le fameux, j'ai un pote graphiste qui est en train de me faire ma première collection et tout. Alors que maintenant tu peux les faire en 2 secondes, quoi. C'est ouf. Je crois que les premiers graphistes, j'avais dû les payer 80 balles et une pinte, quoi, un truc comme ça. À des potes graphistes. On était là-dessus, hein. Moi, pareil, moi j'avais genre 2 stagiaires en graphisme, mais qui pondaient au bas mot, genre 15 designs par jour, quoi, chacun. Ouais.
Et du coup, comme c'était la joie du dropshipping, sur les 15, bah, du coup, je sais pas, les 50 par semaine qu'ils faisaient, il y avait peut-être un ou deux qui fonctionnaient. Et puis en fait, on virait les 48 autres et on en gardait que deux, quoi. C'était ça la folie, quoi. C'était trop bien. Bon, écoute, c'était une petite intro nostalgie textile. Ouais, Madeleine on n'est pas là pour parler chiffon. On est là pour parler du coup work in progress, documentaire. Et en fait, tout ce qui s'ensuit là-dessus, mais je pense que le mieux pour commencer, c'est peut-être que tu te présentes et puis après on va dérouler, quoi. Et bah carrément, moi ça fait 5 ans que j'explore ce sujet des transformations de travail, 6 ans maintenant. J'ai démarré quand j'étais en école, du coup, après cette marque. En école, tu fais normalement 2 stages de 6 mois en césure. Et moi, je suis parti faire une learning expedition. Je suis parti à la rencontre de boîtes qui étaient pionnières sur des pratiques de management, d'organisation, d'outils, de façon d'envisager le travail, pour recueillir tout ce qui permet d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail. Et donc, j'ai fait comme ça une centaine de rencontres. Et en rentrant, j'ai écrit un rapport d'études qui racontait tout ce que j'avais appris, qui faisait genre 250 pages. Et en l'écrivant, je me suis dit que c'est un sujet qui me plaisait beaucoup, mais que c'était pas du tout le bon format. C'était pas assez ludique et que personne n'a envie de lire 250 pages de PDF. C'était genre quoi? C'était un mémoire de fin d'études? C'était ça? Même pas, je le faisais pour moi en fait. Ah oui, ok. Juste, je me suis dit, après je me suis resservi, j'ai repompé tout ça pour faire mon mémoire de fin d'études dont j'avais besoin pour l'école. Mais vraiment, de mon plein gré, sans aucune contrainte académique, j'ai fait ce truc, on va dire, gros PDF qui raconte tout ce que j'ai appris. Sauf que j'ai pas pensé à la distribution, tu vois, j'arrive avec mon gros PDF, je me dis, ça sert à quoi ce truc? J'aurais dû faire un livre à la minima. Bon. Et là, je me dis, en fait, il faut passer sur des formats beaucoup plus ludiques. Et je me suis mis à faire un premier documentaire, Work in Progress, qui m'a emmené ensuite sur un deuxième, un troisième. Et là, on vient de sortir le 5e. On bosse sur le 6e. Entre-temps, on a fait aussi 2 bandes dessinées, une expo photo, pas mal d'événements. Et là, j'ai lancé des comédie clubs sur le travail. Et putain, tu sais que j'ai vu ça vite fait sur ton site. Je me dis, vas-y, je vais même pas regarder. Je demanderai pendant le podcast. Mais en fait, c'est ça. En gros, tu as créé une marque, d'ailleurs, qui est forte, Work in Progress, avec une belle DA rouge et blanche. Et en fait, alors je dis tu es tout seul, hein, t'as pas d'associé, ouais. Tu crées du coup en fait un écosystème autour de cette marque, en fait avec des distributions de plusieurs contenus et produits qui concernent du coup l'avenir du monde du travail avec plusieurs verticales, si je dis pas de bêtises, quoi. C'est exactement ça. En gros, la thématique principale, c'est on essaie de montrer les transformations du travail et on essaie de tirer plein de formats pour aller toucher la bonne audience à chaque fois en fonction des thématiques qu'on creuse. Ok, bah écoute, franchement, on va revenir là parce que je pense qu'il y a énormément à dire. Moi, en fait, il y a 2 sujets qui m'intéressent principalement. Évidemment, le fond, donc l'avenir du travail. Et en fait, du coup, tout ce que tu ponces maintenant depuis 6-7 ans, quoi, du coup, là-dessus. Donc là, je pense que tu as pas mal d'input à nous donner. Et il y a aussi la partie forme, donc la forme, avec du coup la partie documentaire qui m'intéresse beaucoup parce que moi-même, je suis en train de bosser sur un documentaire. Pour l'instant, j'en parle pas, mais il va être tourné du coup fin septembre et on espère une sortie décembre, janvier. Non, je suis un peu. Ouais, ça dépend. Pour la partie montage et tout, non, je suis ambitieux ou pas? En vrai, tout est possible. Hein. On produit aussi des docs à côté de temps en temps pour des boîtes. On est capable d'en sortir en 3 mois, mais sur des petits budgets de 20-30 000 où tu as très peu de montage. Et nous, nos docs, c'est à peu près 200 000 euros de budget et c'est 1 an de travail. Et c'est impossible de faire moins. Genre, nos docs, on les termine 3 jours avant la sortie et on peut pas faire moins. Ok, alors nous, je pense qu'on va être sur un format, tu vois, un docu à 50 000 euros, tu vois. Ouais. Si, c'est possible en vrai. C'est possible? Si t'as des équipes qui charbonnent bien. En fait, c'est le montage. T'as l'impression que ça va aller vite. Et en fait, c'est 1000 fois plus long qu'une vidéo YouTube qu'un podcast. Et un docu mal monté, tu peux avoir des belles images et un beau sujet et tout, c'est gâché. C'est gâché, quoi. C'est dommage. Ouais. Donc en fait, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, c'est doublement intéressé. Déjà parce que je pense que t'es un bon invité. Ça va intéresser les audiences et très intéressé personnellement parce que du coup, ça m'intéresse d'avoir du coup un coaching gratos pendant 1 heure sur... Comment, en fait, on passe du coup d'un sujet, donc tu avais poncé, là, comme tu le dis, tu avais 250 pages, tu avais vu une centaine de personnes, c'était quoi? C'était que d'écrit ou tu les filmais quand même? Non, c'était que écrit. Que écrit. J'avais rien de vidéo. C'est dommage que tu les aies pas filmés, toutes ces personnes. Mais la démarche, c'était pas du tout la même parce que là, quand tu vas faire un documentaire, on se déplace avec du coup une équipe de prod dont c'est le métier et avec l'ambition de filmer. Donc, c'est que les gens sont au courant, ils cleanent leur agenda pour plusieurs heures. Et nous, quand on a fait, j'en étais 2 quand on a fait le tour du monde pour aller faire la Learning Expedition.
Là, c'est une démarche où on pouvait se permettre d'aller voir des gens qui seraient pas forcément pertinents pour un doc, alors que sur un doc, tu peux pas, tu as du budget engagé, tu as des équipes, tu peux pas te dire je vais filmer 10 fois et j'en jette 9, tu vois. Alors que nous, on pouvait se permettre ça. Tu aurais presque pu y aller avec un simple, enfin Un tout iPhone, seul avec bien ton, sûr, ouais, ouais. tu vois, en vrai, Ouais, c'est pour vrai. avoir des images, en fait, même pour toi, pour l'avoir en mémoire et pas oublier, quoi, tu vois. Ouais, Bon, bref, on enregistrait les conversations, tu vois, ouais. mais on filmait pas. Et C'est un réflexe qu'on avait moins avant, tu vois, de se dire, ouais, vas-y, peut-être il faut que je pense à filmer pour garder les images au cas où, quoi. mais là, si je refaisais la même chose, déjà l'IA me ferait gagner tellement de temps. Juste, je poserais là mon téléphone, on ferait un Firefly, ça serait réglé pour le compte rendu. Ouais. Plutôt que de devoir prendre des notes en même temps que tu te poses des questions intéressantes. Des gens prennent encore des notes, ça existe encore, ça? Je sais pas. Ouais. En fait, ce qui serait intéressant, je pense que je continuerai à prendre des notes, mais j'en prendrai 1000 fois moins parce que je sais que l'IA qui gère le truc à côté et je prendrai juste les mots-clés pour pouvoir juste rebondir sur la question d'après. Ce Ouais. que je fais en fait sur une interview classique de documentaire, mais ouais, en fait, n'importe quel truc on relancerait, tu relances une marque de vêtements, n'importe quoi, tu le ferais tellement différemment 10 ans après. Ouais. Parce que les outils et la façon de bosser, l'organisation ont tellement évolué que t'as d'autres moyens, quoi. Mais de ouf. Donc, du coup, t'as tous ces éléments-là. Ouais, Un jour, donc voilà, tu prends la décision de se dire, bon, bah, quelle va être la forme? Donc là, tu prends la décision de faire un documentaire. ouais, Donc encore une fois, là je pense qu'il va y avoir 1000 étapes parce que moi pour l'avoir vu à l'époque, c'est quand même assez, c'est un gros documentaire, c'est une belle prod quand même ouais, que vous avez fait avec nos copains de Com. Et donc du coup c'est ouais, même Florent, l'un des cofondateurs, enfin l'un des deux cofondateurs, en fait la partie technique de Com qui s'en est occupé. Donc c'était une belle production. ouais. Et mais là entre tout ça il y a des étapes. Comment ça se passe? Déjà il faut l'écrire, il faut le scripter, Bah, faut l'écrire. Mais en gros, tu vois, on est au début, on est juste avant la crise Covid. On est genre janvier, février 2020. Et là, j'écris le documentaire à ce moment-là, je suis en dernière année d'école et je l'écris. Ça veut dire que j'écris un truc qui ressemble à un gros article, tu vois, 5-6 pages sur le fond de ce que je veux raconter. En gros, si je devais résumer ma vision du travail à ce moment-là, qu'est-ce que ce serait? Et je développe un petit peu, et voilà, ça prend 5-6 pages. Et puis là, je trouve que je connais rien au documentaire, je connais pas la différence entre un réal et un producteur. Et je lance une bouteille à la mer sur LinkedIn, j'ai dit voilà, j'ai ce sujet, j'ai envie de faire un documentaire. Qui connaît des gens qui peuvent m'aider là-dessus? Et puis là, il y a des gens qui mettent en relation avec plusieurs boîtes de prod. Et j'en appelle 2-3. Et il y en a parmi ces boîtes de prod, il y en a une, c'est Com. À l'époque, ils sont pas 40, ils sont 5 dans la Ah oui, boîte. non, c'est tout petit à C'est l'époque. tout petit, ils ont fait quelques petits projets. Et ouais, ils sont 5. Ils viennent de commencer à tout doucement percer. Ouais, c'est Harold a fait les 2019, premières je crois, vidéos sur LinkedIn. Ouais, c'est 2019. Et donc ça fait quelques semaines, quelques mois qu'ils commencent à bien décoller, mais gentiment. Et je rencontre Flo à ce moment-là. Et Flo, il me dit, j'ai jamais fait de documentaire. Il a bossé sur des docs en prestat de temps en temps sur des petits trucs, mais il a jamais vraiment fait de documentaire. Mais le sujet le chauffe trop. Et très bon feeling qui passe direct avec toute la team com, et en particulier avec Flo. Et du coup, je réfléchis, et on fait un petit budget. On se dit, bah, ça coûterait combien de faire un documentaire? On regarde le temps de tourner, le temps de faire du montage, moi ce que je veux prendre dessus. On se dit, bah, en fait, il faudrait idéalement à 40 000, on peut le faire. C'est bien si on a 60 000. Voilà. Et C'est vrai donc, que c'est souvent comme ça que les boîtes vidéo, ils m'éclatent, ils disent bah, le budget idéal ce serait ça, mais à ça je te le fais. Je te dis, ouais. ah, ok, ça Bah, en marche. fait, tu sais que tu vas baisser la qualité sur certains trucs, tu Oui, vas oui. rogner, mais en fait, tu dis pour un premier, c'est pas grave. Et donc, on se tape dans la main là-dessus. Je leur dis, ok, bah, écoutez, les gars, je reviens dans 2-3 mois avec le budget et on fait ça, quoi. Et en fait, à ce moment-là, j'avais plusieurs boîtes de prod qui étaient chaudes pour faire ça. Évidemment, en fait, j'étais un client qui arrivait, donc je leur disais, je ramène le budget, on va faire un truc. Et comme c'est la seule qui avait jamais fait de documentaire, mais j'avais tellement senti un bon feeling, je me suis dit, mais en fait, qui suis-je moi pour juger ça? Parce que j'ai jamais fait de documentaire non plus. Donc en fait, on va juste partir avec ceux qui sont les plus déter. Et ils me disaient, j'ai jamais fait, mais je suis trop chaud d'apprendre. Et moi, j'étais la même logique. Donc on est parti là-dessus. Et j'ai trouvé le budget et je suis revenu, du coup, les voir et on s'est mis à faire le documentaire. Ok, on peut faire du coup une petite parenthèse sur cette Ouais. partie quand même qui est du coup hyper importante parce que alors, moi je suis en train de finaliser cette partie Ouais. et ouais quand en fait bah, quand c'est le premier c'est pas si facile. Et encore moi j'ai encore une fois de la chance d'avoir une petite backstory et un petit background derrière et tout pour aller convaincre des sponsors, partenaires, enfin on peut les appeler comme on veut. Mais cette partie-là, du coup, ça m'intéresse de savoir comment tu allais chercher ces 50 000 balles, quoi, grosso modo. Ouais. Mais en fait, généralement, quand tu fais documentaire en France, tu te fais financer toujours de la même façon, c'est que tu demandes de l'aide au CNC. Ah, j'ai même pas pensé ça. Mais tu vas pas le faire, je suis sûr. Et tu demandes de l'aide des régions. Sauf que
c'est super galère parce que donc il faut pas le faire. Bah non, parce qu'en fait, sauf si tu as envie de passer des heures à remplir des dossiers pourris. Non, merci. Donc en fait, tu passes ton temps à remplir des dossiers super longs pour peut-être avoir une chance dans 3 ans de faire ton documentaire si ton dossier est accepté. Donc voilà, t'as pas envie. T'as envie que ton doc il parte la semaine prochaine en prod et donc on fait pas ça. Et moi, la chance que j'avais, c'est que du coup, j'avais fait ce rapport d'études qui certes n'avait pas eu un retentissement énorme auprès du grand public, mais qui auprès de l'audience cible, qui sont les RH, avait bien marché, parce que c'était quand même 250 pages de contenu ultra quali, des meilleures pratiques des boîtes les plus pionnières dans le monde sur la thématique transformation. Donc il y avait une légitimité qui commençait à poindre sur ce sujet-là. Et donc je suis allé voir des boîtes en leur disant, écoutez, on va faire un documentaire, est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne la parole ensemble dans des formats autour du documentaire, de la vidéo, du podcast, des événements, une avant-première avec la presse, ce genre de choses. Et en même temps, moi, je vais vous nourrir avec tout ce qu'on va aller explorer sur ce nouveau documentaire de contenu. Donc, tu as un enjeu à la fois de communication et de transformation avec des partenaires. Et tout de suite, j'en ai trouvé 5 ou 6 sur le premier doc. Et on est parti pour faire ça. Le timing était bon. En fait, au début, tout se casse la gueule au mois de mars. Covid, les gens paniquent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ouais. Et dès le mois de mai-juin, en fait, je sais pas si tu te rappelles, mais tout de suite, sorti du confinement, on se dit, OK, le travail, ça sera plus jamais comme c'était C'est ce que j'allais faire tout à l'heure, mais du coup, je me suis concentré pour pas te couper parce que tu étais lancé, et après j'ai oublié. Mais c'est ça que du coup, tu lances un peu l'idée janvier, février, donc juste avant mars, ce fameux 17 mars, avec le premier jour du confinement. Bon, je me rappelle de la date parce que c'est l'anniversaire de ma fille, hein, c'est pour ça. Ouais. La pauvre, elle a fêté ses... On était encore en 2020, donc elle a fêté ses 4 ans. Je te prends juste une minute pour te parler de mon nouveau partenaire, Payfit, qui m'accompagne sur la paye et la génération des bulletins de salaire de mes salariés. Parce que je vais pas te mentir, la paye, c'est le truc que j'ai le plus détesté quand j'ai monté ma boîte. En gros, toi, tu veux construire, vendre, recruter, mais pas passer 3 heures à comprendre un bulletin de salaire. Et pourtant, la première fois que j'ai dû en faire un, j'étais en galère totale. Fichier Excel par-ci, fichier CSV par-là, déclaration sociale, tu te sens comme un chirurgien sans diplôme. En gros, une seule erreur et ça peut te coûter une fortune. Et c'est là que j'ai découvert Payfit. C'était en 2016. Je lançais Kimono avec mon associé Olivier. On était chez eux Family et Payfit venait également de cet écosystème. À l'époque, je m'en rappelle, ils étaient à peine 30. Aujourd'hui, imagine-toi, ils sont 700 et ils accompagnent 18 000 clients satisfaits. Et à l'époque, leur promesse m'a véritablement scotché. Automatiser 100% de la paie et des ressources humaines. Et c'est exactement ce qu'on a fait à l'époque. Je ne gère plus rien du tout à la main. Les bulletins sont générés automatiquement chaque mois. Les congés, absences, notes de frais sont totalement intégrés en temps réel. Les déclarations sociales sont faites à ma place et je paie tous les salaires en un seul clic via Conto et leur API avec Payfit. Et il y a même un assistant IA qui te répond quand tu veux. Et vraiment, si tu as un doute, tu as un vrai humain qui te répond 7 jours sur 7. Le résultat, il est simple, hein. Tu gagnes du temps, moi je fais 0 erreur, j'économise 300 balles par mois de forfait social avec mon expert comptable et surtout, je ne pense même plus à la paie. Donc si tu es en train de lancer ta boîte, crois-moi, ne laisse pas la paie te voler du temps et de l'énergie mentale. Automatise-la avec Payfit, comme moi et comme 18 000 autres clients. Et je t'ai négocié un truc de ouf, tu vas pouvoir tester 3 mois 100% gratuitement avec le lien qui est en description de cet épisode. Et maintenant, bonne écoute à tous et merci encore à Payfit. En fait, t'as eu quand même aussi une chance, mais c'est oui, que le momentum, il était excellent pour parler du futur du travail. Parce que même ce truc, la future of work, tout le monde en parle maintenant. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est pas encore un sujet à la mode, c'est devenu à la mode après le Covid. Donc tu as eu en fait un bon pif de se dire vas-y, je vais me lancer sur ces sujets à ce moment-là, quoi. Bah grave, parce qu'en fait le Covid ça a catalysé toutes les transformations qui existaient déjà. Tu avais plein de boîtes qui étaient en full remote, qui étaient déjà hyper avancées côté US, en Europe, en Asie, tu en avais déjà quelques-unes qui étaient cool. Mais du coup le Covid a vraiment mis en lumière ce sujet de transformation. Et donc d'un coup en fait ça a recueilli l'adhésion immédiatement et tout le monde était super chaud pour qu'on parle de transformation du travail. Et donc ça s'est lancé rapidement. On a fait ce premier documentaire, il est sorti. C'est long parce qu'en fait, d'abord tu choisis tes speakers. Qui est la meilleure personne pour porter ce sujet, la façon dont tu l'as écrit, aller filmer. On n'y connaissait pas grand-chose, donc c'était marrant. Enfin, on était beaucoup plus optimistes sur ce qu'on allait récupérer comme contenu, sur à quel point la logistique allait être facile, sauf qu'on était en plein Covid, donc tu as eu le premier confinement, mais après tu as eu le deuxième confinement, et nous on tourne là-dedans. C'est septembre, un truc comme ça, non ? Ouais, mais à ce moment-là, nous on veut aller en Allemagne, on veut aller en Espagne, on veut aller à droite à gauche, ils te disent partout que les frontières sont fermées, et on a eu des galères mais monstrueuses sur le premier, et sur le deuxième encore, en fait, l'année d'après, c'était encore le bazar, et là on va aller aux US. Et je sais pas si tu te rappelles de cette histoire, il y avait des histoires de doses de vaccins qu'il fallait avoir à ce moment-là, et si tu avais le Covid, tu pouvais pas te faire vacciner. Et donc on arrive sur les US, et les gars ils nous disent Flo il a pas les vaccins, il passe pas.
Et donc on est en mode, on va essayer de risquer, de passer Ah, quand mais je me même. rappelle, moi j'avais été en Colombie à ce moment-là. Et en effet, ouais, si t'avais pas ton vaccin, comment ça Ouais. s'appelait? C'était le pass. Il te faut le pass sanitaire. Voilà, Là, en t'avais le gros, pass sanitaire, si tu l'avais pas, t'étais mort. le truc, c'est qu'en France, si tu avais eu le Covid plus un vaccin, ça comptait comme 2 vaccins, tu avais le pass Ah oui, sanitaire. Aux exact. US, c'était pas le cas. Nous, on s'envole, mais comme une fleur, on arrive aux US et Flo, il peut pas passer. Ce qui est Du coup, emmerdant quand tu veux faire un documentaire et que c'est lui qui réalise, quoi. ouais, et du coup, long story short, on est quand même passé en resquillant gentiment la douane. Et bon, maintenant, ça fait 3 ans, donc je pense qu'ils s'en foutent, ils n'iront pas nous chercher à la frontière entre le Canada et les US. Mais c'était des moments très chauds pour faire le doc d'un point de vue logistique. Et direct, par contre, à la sortie, dès qu'on sort le premier doc, on est. Je sais pas, les gens adorent, les boîtes veulent le diffuser, les écoles veulent le diffuser, très sollicité pour commencer à faire des conférences entreprises pour accompagner le documentaire où on le diffuse et on anime une sorte de conférence débat. Aujourd'hui, quand je regarde le premier, je me dis, je regarderai 10% je pense de ce qu'on a fait, je ferai clairement plus la même chose, la vision elle a beaucoup évolué. Qu'est-ce que t'aimes pas dans le premier, du coup? Ouais, bon, c'est une vision, je pense, trop naïve du travail, Ok. trop tournée, tout le monde va devenir freelance, indépendant, le salariat c'est fini, trop naïve, trop ce que j'aurais aimé, mais pas la réalité, tu vois, de ce que c'est. Mais je pense qu'il fallait un premier pour. Et puis les speakers, pas tous à un niveau égal dans la prise de parole aussi. Euh, Hyper intéressants tous, mais en fait, sur la manière de le dire, on est monté d'un cran sur le deuxième documentaire tout de suite. Et dès le deuxième, là, je changerai rien au deuxième et les suivants non plus. Mais il fallait un premier pour démarrer. Et depuis, en fait, on en fait un par an avec un même rythme chaque fois, qui est on tourne en septembre, on fait du montage de décembre et ça sort en avril. Et ensuite, il y a plein de projections et c'est pour ça que je suis à Bordeaux aujourd'hui, c'est parce qu'en fait on sort d'une tournée sur le 5e, c'est la dernière date, on a fait 15 dates publiques avec la NDRH et la PEC qui rassemblent, je sais pas, 200, 300 personnes dans toutes les grandes villes dans lesquelles on est Et passé. je vois, tu vas quoi, dans un cinéma ou un truc comme Cinéma, ça? ouais, là on était C'était où à Bordeaux? UGC Bassin à Flot. Ok, on est bien. Une belle salle de Ouais, il est 300 tout neuf en personnes. plus, hein. Il a quoi? Il a 2-3 ans ce cinéma. Il était canon, Ouais. c'était très cool. Et dans toutes les villes, ouais, les gens sont à fond. Et c'est un bonheur de voir ces salles remplies pour voir les films. Et après, tout se passe en entreprise, c'est-à-dire que c'est des projections publiques qu'on fait comme ça. Mais ensuite, c'est des docs qui sont surtout utilisés en fait, par des DRH, par des codires ou par des managers pour se dire le monde se transforme. Ça a plus de poids si on fait venir quelqu'un de l'extérieur qui vient nous dire pourquoi le monde se transforme, comment est-ce qu'il se transforme, que si c'est une directive qui tombe, tu vois, du CEO qui dit en fait voilà, il faut faire comme ça maintenant. Et donc c'est des documentaires qui viennent nourrir les transformations, les réflexions dans les boîtes, à l'initiative souvent de la RH. Ok. Juste pour du coup revenir sur le sujet du premier documentaire. Donc Ouais, ça s'appelait Work in Progress. ouais. Il y a pas de baseline si Je crois que c'était juste Work in Progress le Ouais, premier. c'est juste Work in Ouais. Progress quoi. Futur du travail A quoi. Future Work Documentary, Ouais. c'était ça la Ouais, c'était baseline. ça, ouais. Le premier. Et du coup, qu'est-ce qui dans les grandes lignes en fait, qu'est-ce qui se dit dans ce documentaire un peu aussi pour donner envie aux gens de le. Et attends, j'ai même une question dans la question. Ouais, J'ai vu que du coup c'était possible du coup de louer ou ouais, bien d'acheter sûr. du coup le film en ligne. Ma question c'était donc du coup ça va être ma première question pardon. Pourquoi par exemple ne pas le mettre en ligne sur YouTube pour en fait pour encore une fois pour que la marque Work in Progress se diffuse encore Ouais. plus. Et bien sûr, en fait, c'est parce que c'est le plus ancien, donc en fait, c'est un peu, ça pourrait être comme une tête de gondole, quoi, tu vois. Ça pourrait de ouf. En fait, c'est que dès le départ, dès le premier documentaire, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment le moins bien et c'est celui qui a failli le mieux se vendre. Dès le premier doc, on discute avec Netflix pour le diffuser. Ah ouais. Et du coup, moi, dès le premier doc, je me mets dans un game où je me dis, il faut le diffuser en plateforme. Donc, je discute avec Canal, avec Netflix, avec Arte, avec Prime, Putain, avec tout le incroyable monde et ces tout. discussions, ouais. Et Netflix, ça s'est vraiment joué à un cheveu de le diffuser, mais à rien. Et tu sais, Carole, il m'en parle encore, ça. C'est un délire. C'est dur, en fait. Et en fait, c'est à la fois dur. Et en même temps, tu te rends compte, quand tu rentres dans ces process-là, que ça dépend pas grand-chose. C'est pas tu vois, tu veux diffuser sur France Télévisions, t'as un comité, ça met des semaines, mais ils discutent entre eux de ton doc, ils sont pleins pour décider. Netflix, ça tient à une personne qui est responsable de l'acquisition du truc et qui aime ou qui aime pas et qui peut y aller ou pas. Et nous, on était vraiment sur le bon timing, je pense aussi, qui nous aidait là-dessus. Et ça s'est joué à rien, donc ça s'est pas fait. Mais moi, je me suis dit, faut le diffuser. Donc le premier doc, on l'a vendu à l'époque. Welcome to the Jungle avait sorti un Welcome, je sais plus quoi, Originals, une plateforme de documentaire. Donc on l'a vendu en plateforme à ce moment-là. Et ensuite, moi, je suis tombé très rapidement sur un distributeur UK, qui est le plus gros distributeur de documentaires dans le monde, qui s'appelle TVF. Et eux, je leur vends les droits, et eux, ils le diffusent ensuite à toutes les chaînes et plateformes dans le monde.
Et ce qui fait que je peux pas le mettre ensuite sur YouTube sur un truc free. Il peut être loué et vendu sur Internet, derrière un paywall, ça n'y a pas de problème. Mais je peux pas, donc genre les droits de diffusion en linéaire et en plateforme, ils en ont besoin. Et aujourd'hui, le doc, tu vois, tu peux le retrouver sur Prime Video, sur Society+, sur Curiosity Stream. Donc si je vais sur Prime, je peux le trouver. Pas le premier, mais tu trouves ensuite les 2, 3, 4 et bientôt le 5. Ok, donc je tape Work in Progress sur Prime et je le trouve. Vous tapez Work in Progress sur Prime et vous trouvez. Incroyable. Vous Time to Work, vous tapez Skills. Vas-y, en fait, ça m'intéresse grave qu'on fasse j'allais dire un interlude, ça se dit ou pas? Un interlude, vas-y. En tout cas, c'est sympa comme mot à placer. Un interlude justement sur cette partie, en fait, ce business model avec les plateformes. Du coup, si on revient en fait à Netflix, donc je suppose que en fait, voilà, tous les gens qui font des docus, qui font en fait, on va dire, de la production audiovisuelle, bien sûr, l'un de leurs rêves, c'est de se faire diffuser, parce que le but, c'est que ça soit vu par un maximum de personnes. Et c'est vrai que si tu es sur ce type de plateforme, tu peux être trouvé dans les barres de recherche, etc. Et donc, du coup, acquérir un nouveau public. Ouais. Et c'est surtout aussi un business model, parce que comme tu le dis, ils te l'achètent. Du coup, quand ils te l'achètent quoi pour avoir les bons mots, ils te l'achètent en mode stock ou ils te prennent même la propriété intellectuelle? Comment ça se passe en fait? Il y a deux trucs possibles. Ce qui se passe la plupart du temps, mais pas la plupart du temps en fait, c'est moitié-moitié en vrai. C'est que t'as le concept du préachat. Toi, tu arrives, tu dis je m'appelle Hugo, je vais faire un documentaire sur ça, regardez le deck, est-ce que ça vous intéresse? Et là, ils te disent oui ou non, on achète. S'ils préachètent, ils peuvent mettre 50% du budget, 60% du budget, 100% du budget en fonction de ce qu'ils veulent, en fonction de l'exclusivité. Soit tu vas leur vendre les droits non exclusifs que pour la France, soit tu vas leur vendre les droits exclusifs pour 30 ans pour le monde. Là, dans ce cas, ils payent super cher, ils te payent tout le budget et tu as le temps de te rémunérer dessus. Mais ça veut dire qu'ils vont vraiment te kiffer. Et souvent, ils le font sur des docs ils sont sûrs que ça va marcher parce que tu as une énorme tête dans le documentaire, parce que tu as une énorme actu, tu as un truc, je parlais documentaire sur Angèle, documentaire sur les joueurs de foot, tout ce que tu veux. C'est des trucs qu'ils savent que les gens vont cliquer. Ou alors, tu arrives avec ton doc qui est déjà fait, et là, ils te l'achètent. Mais dans ce cas-là, en fait, ton doc, il vaut beaucoup moins que si jamais c'est du préachat. Et ça va vraiment dépendre des droits. Mais moi, je me rémunère clairement pas là-dessus. Les sous des plateformes, je pense qu'en cumulé, ça ramène moins de 4% du budget global du doc à l'année. Donc, tu te rémunères absolument pas là-dessus. Tu peux te rémunérer que si tu vends en amont. Ouais, c'est moins de 10 000 € par an, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Et du coup, tu vas pas loin avec ça, quoi. Okay. Donc moi, je le diffuse, et c'est là où je me rémunère, c'est que je le diffuse en entreprise, en intervenant moi aussi, en faisant des conférences. C'est ça, en fait, c'est ça le business model. Ouais. De Work in Progress. Mais c'est inhabituel. Les documentaires, la plupart, tu vis avec des crédits d'impôt et avec des subventions des régions et du CNC en France. Ok, sympa. Mais tu vois, en fait, c'est marrant, alors, c'est un petit peu différent, mais tu vois, je parlais avec les mecs qui ont écrit, tu sais, je sais pas si tu as déjà lu le bouquin La 25e heure. Non, j'en ai entendu parler, mais je vais. Bon, c'est l'un des best-sellers en France sur les bouquins sur l'organisation, etc. Ouais. J'en ai vendu plus de 100 000. Et voilà, et il me disait, en fait, nous, le business model, c'est même si on est un best-seller, c'est pas l'argent qu'on gagne sur le livre qui nous fait vraiment vivre. Le vrai business model, c'est les conférences qu'on va donner, du coup, dans les grands groupes, tous les trimestres, etc. Et encore, voilà, on ne démarche pas, on a juste de la demande entrante. Et c'est ça, en fait, le modèle d'affaires, quoi. Carrément. C'est exactement la même chose, nous. Mais par contre, du coup, ce que je trouve génial, c'est que le fait d'avoir ce distributeur me permet... Parce que tu vois, il est sur Prime en France, sur d'autres trucs, mais il est sur la chaîne télé en Espagne, sur RTVE, sur la chaîne principale espagnole. Il est sur la chaîne principale en Azerbaïdjan, sur la chaîne télé principale à Taïwan ou ailleurs. Et en fait, c'est des audiences que jamais moi j'irai toucher. Mais sur mon LinkedIn, je reçois des messages de gens qui sont, je sais pas, au Salvador, qui ont vu le doc et qui me disent c'est trop bien, j'ai kiffé, ouais, je suis au Canada, j'ai maté sur Curiosity Stream, j'ai vu le film, et je trouve ça trop bien qu'ils touchent des audiences à droite à gauche, grand public, que j'aurais jamais fait moi. Donc ce job de distribution, en vrai, c'est du job de légal, tu vois, tu signes des contrats, tu gères des histoires de droit. Moi, ça m'intéresse pas, donc je le fais une fois dans l'année pour le déléguer, et après ils s'en occupent et ils font ça très bien. Mais là, ça veut dire que comme tu as dealé avec cette boîte, là, quel que soit le documentaire que tu fais, il pourra pas être sur Netflix. Par exemple, tu pourras pas aller voir Netflix et leur vendre. Non, mais eux peuvent le vendre à Netflix, et ils le vendront mieux que moi d'ailleurs, maintenant. Mais parce qu'ils vendront un objet, une œuvre déjà faite. Absolument. Ouais. Et comme tu dis, en fait, le mieux, c'est d'aller le vendre avant de le faire. Ça vaut plus cher. Parce que du coup, ils vont, par exemple, si ton truc il coûte 100 000 €,
par exemple, ils vont te mettre 50 000, et par contre, ils posséderont la moitié de la propriété intellectuelle du doc, ou pas? Ça marche pas comme ça. Ils posséderont des droits que tu auras négociés pour une durée de 3, 4, 5, 10 ans, et exclusif, non exclusif, et en fonction des territoires. Est-ce que c'est que la France, que l'Europe, le monde entier? Et c'est un deal comme ça. Mais c'est contre-intuitif en économie. Parce que tu vois, regarde, demain, tu viens me voir avec une idée de boîte. Et tu me dis, voilà, j'ai une boîte, elle va valoir 1 million. Et voilà ce qu'on va faire. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui, c'est juste un pitch. Et juste, je te fais confiance, et ton track record et tout. Et dans le monde et tu viens me voir ensuite avec une boîte, voilà, j'ai cette boîte-là, elle existe, elle tourne, elle fait vraiment 1 million, elle vaut vraiment 1 million, elle fait tant de CA, j'ai tous les métriques qui existent. Bah, dans la vraie vie, tu aurais tendance à dire, la boîte qui existe déjà, qui a des métriques que tu peux montrer, elle a plus de valeur que la boîte qui est sur le papier une idée, qui est peut-être une bonne idée. Et ben dans le monde de l'audiovisuel, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as un rapport de 1 à 10. Ton documentaire, il vaut 10 fois moins une fois qu'il a déjà été produit, une fois qu'il est déjà existant, que à partir du moment où c'est juste une idée. C'est hallucinant. Ça, j'arrive pas à comprendre la mathématique du truc. Et donc nous, comme on n'a pas envie de faire les dossiers, de prévendre, on ne sait pas ce qui va se passer, moi j'ai envie de faire mon doc. Comme je le fais d'ailleurs pas pour les plateformes au départ, je le fais vraiment pour les entreprises, pour les écoles. Et ensuite, s'il se diffuse en plateforme, c'est un bien, c'est un bonus. Ça fait 5 ans qu'il se diffuse, donc c'est cool. Mais sinon, je veux faire le documentaire pour faire le documentaire, pas que pour le résultat final. Ok, non mais vas-y, et puis on va trop intéressant, on va conclure aussi là-dessus. Tu disais qu'avec Netflix, ça avait failli se faire. Donc à l'époque, attends, désolé si j'ai mal compris, le doc était déjà fait. Ouais, mais on commence les conversations un peu avant, tu vois. Okay. Je leur envoie les premières images, j'envoie le trailer. Et même pour l'image, en fait, dire mon doc, il est sur Netflix, tout de suite, tu sais, avec un peu l'effet de Halo, les gens ils disent, bon, ok, son truc il pèse, quoi, tu vois. Bah, c'est le meilleur truc que tu peux faire à ce moment-là. En réalité, c'est pas forcément un bon deal parce que Netflix, ils te l'achètent pour 30 ans, ils prennent tous les droits et tu peux plus rien faire, t'es verrouillé derrière. Okay. Et en fait, le truc, c'est que Netflix, t'as vu, il y a tellement de trucs. Donc en fait peut-être au lancement t'es mis en avant et encore c'est pas sûr parce qu'ils achètent tellement, mais potentiellement ils peuvent aussi ton doc l'enterrer et il est sur Netflix mais il est au fond de la plateforme et il est jamais mis en avant. Donc si toi tu fais pas le job du marketing, alors c'est cool de dire il est sur Netflix, c'est stylé, ça donne la légitimité, mais en fait potentiellement tu peux mieux l'exploiter sur d'autres plateformes. Aussi, c'est pas toujours une bonne idée, tu vois. Ça dépend comment est-ce qu'ils le mettent en avant. Ils vont pas faire une com de la casse des papels à chaque fois, quoi. Ouais, et le business, on est d'accord que le business model, c'est pas un business model à la Spotify ou à la YouTube ou autre, où en fait où t'es payé en fait au nombre de streams, au nombre de vues. En fait, t'as plus même, je crois que c'est même des données qui te partagent même pas, quoi. Tu les connais pas et ils ont aucun intérêt à te les filer parce qu'en fait demain tu refais un doc et ton premier doc il a cartonné, il a fait des millions de vues, ils ont intérêt à te dire non mais ça fait 200 vues ton truc, ça n'a pas marché. Donc ils partagent aucune data. Okay. Moi les seules données que j'ai c'est les données ce que je traque moi sur Vimeo, les achats et les locations sur Vimeo, c'est le seul truc que je contrôle moi, mais sinon en fait les plateformes là où ça fait le plus de vues c'est j'ai aucune vision, quoi. Ok. Non mais écoute, super cool. Là-dessus, on va revenir du coup sur les documentaires. Donc finalement, donc ça se fait pas avec nos amis de Netflix. Mais en effet, moi, il me semble que je l'avais vu sur une plateforme à l'époque. Alors je me rappelais pas que c'était sur la plateforme de Welcome. Je vais dire sûrement une énorme connerie. Vous n'avez pas été sur Salto à l'époque? Si, grave. Ah voilà. Feu Salto, qui était un peu le Netflix créé par... Enfin, Netflix, créé par TF1 et M6. Ouais, c'est l'ambition en tout cas. Des shots collectifs, quoi, grosso modo. Ouais. Et où en fait, ils ont voulu faire... Enfin, en fait, c'est qu'ils avaient pas grand-chose, en fait. Donc ça n'a pas marché, Salto. Mais vous étiez dessus. Moi, je me rappelle l'avoir regardé à l'époque là-dessus. Ouais, on avait vendu... je sais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais on l'a vendu à Salto. Ça a duré 1 an et demi. Et puis ensuite, ça a périclité, cette histoire. Et je crois que c'est le dernier deal que j'ai fait moi, et après j'ai passé vraiment la main au distributeur qui s'occupe de tout. Ok. Et du coup, t'as vu le premier, toi, t'as vu Work in Progress. C'est ça, et je vais être hyper honnête, je n'ai pas vu les autres. Je t'ai envoyé un mail hier pour te dire où est-ce que je peux les trouver. T'as les liens, je t'ai envoyé les liens. Donc tu m'as envoyé les liens, mais en fait, finalement, après, j'ai commencé à mater le foot. J'ai vu qu'on prenait une branlée, donc j'ai dit ok, je vais peut-être aller regarder du coup un documentaire de plus, histoire quand même de pas faire le branleur qui a pas bossé. Et ma femme a démarré un film, je me suis mis à regarder le début du film avec elle. Puis finalement, il était minuit, j'étais me coucher. Et il y a eu une remontada en plus, donc t'aurais pu... Non, mais tu sais qu'en plus, du coup, je suis repassé sur le foot à 5-3. Et puis finalement, 5-4, et puis on a quand même perdu. Mais on les félicite quand même. Donc oui, non, je n'ai vu que le premier, donc il va falloir que je regarde les autres. Mais du coup, c'est marrant. Si tu regardes, si tu passes directement au dernier, à Skills Make It Work, le 5e qui vient de sortir, tu vas avoir un gap monumental dans tout, sur le fond, sur la forme. Donc vaut mieux pas que je regarde le dernier en premier, parce que sinon, les autres vont me paraître pourris, c'est ça? Si, ils sont bien aussi. Mais
mais la transition est vraiment forte, je pense, entre le premier et le cinquième. Donc tu me conseilles de regarder le cinquième en premier? Ouais, regarde le cinquième. Donc le cinquième, c'est quoi le titre? Skills Make It Work. Et lui, c'est celui qui cartonne le plus, qui, je pense, sur lequel on a pris le plus de plaisir à filmer de loin. Et celui qu'on diffuse le plus aussi, parce qu'il emmène sur tellement de sujets différents. Dans ce documentaire, on aborde un sujet très RH, celui des compétences, mais on aborde le sujet de transformation du monde en général, avec un sujet autour de la crise démographique, de la transition verte, de la transition des modèles. En gros, on essaie de répondre à la question, comment est-ce que tu fais pour avoir les bonnes compétences au bon moment et idéalement au bon coup? Et c'est une question un peu vaste, un peu RH, mais qu'on tire avec un documentaire qui est plein d'espoir sur des sujets grand public quand même. C'est ce que j'allais te demander, parce que c'est vrai que là, pour aussi donner envie aux gens comme moi qui ne sont pas dans le domaine de la RH, qu'est-ce que je vais apprendre en regardant du coup ce cinquième opus de Work in Progress? Bah déjà, tu passeras un bon moment parce que ça, c'est la magie de Flow, c'est quand on reprend tous les codes de l'entertainment pour même un sujet très sérieux, en faire un doc qui est vivant, qui est dense et je suis sûr qu'il n'y a aucun moment où tu as envie de sortir ton téléphone tellement tu es happé et chaque phrase, elle compte. On a tellement tailladé le doc, il est d'une densité, c'est impressionnant. Et après, sur le fond, ce que tu vas apprendre, c'est de te dire ok, le monde il change, donc j'ai jamais les bonnes compétences au bon moment parce qu'en fait, il y a toujours de nouvelles compétences qui sont demandées. C'est le principe du skills gap, mais c'est normal, on va jamais réussir à le combler parce que c'est le principe de la croissance. Mais en fait, c'est pas grave parce que je vis dans ce monde d'incertitude avec le bon état d'esprit. Il va te montrer quel état d'esprit d'incertitude et quelles énormes transformations ont été faites dans des pays par des boîtes. Euh, un peu dans le style Netflix qui est passé de la cassette au format numérique, tu vois, Ouais. bah, sur d'autres enjeux plus importants encore, de transition verte de crise démographique puissante au Japon, par exemple, de montrer comment des boîtes elles se sont transformées avec des contraintes ultra fortes et comment toi tu peux faire la même chose, quoi. Ok, trop bien. Mais du coup, ça, je vais poser une question qui s'en va un petit peu là de ce qu'on disait, mais enfin, ça ressemble. Tu vois, quand tu trouves ce sujet là et que tu dis, bah, Ouais, vas-y, ça va être notre cinquième ouais. épisode. Maintenant, donc, t'es rodé, c'est la cinquième fois que tu le fais. Mais comment, en fait, d'une idée, enfin, on se dit, vas-y, on s'arrête sur cette thématique. Comment, en fait, on se met à. C'est quoi un peu les étapes? Est-ce que d'abord, t'écris une sorte de script ou tu fais une sorte de sommaire? Après, une fois que tu as validé un sommaire, tu te dis quels vont être les speakers qui m'intéressent. Tu les Ouais, contactes toi, tu prends rendez-vous. Enfin, est-ce que dans les grandes lignes, ouais, tu peux donner un petit peu les étapes de comment en fait on produit un documentaire, quoi? carrément. Bah, du coup, là, j'écris une sorte de gros article sur le fond de ce que je voudrais raconter. Ensuite, je fais un gros travail de veille qui dure bien 3 mois, tu vois, où sur le sujet que j'explore, j'essaie d'écouter tous les podcasts, de tout lire, de vraiment monter en compétences, de monter en niveau largement dessus. Et en cours de route, bah, je me note des noms, tu vois. Et j'ai une liste à la fin, peut-être dans un sheet, de 50 noms potentiels, pertinents. J'appelle pas les 50, mais je refais un tri pour arriver à 20-25, je pense. Et là, j'appelle les 20-25. Et je passe 1 heure au téléphone pour les creuser. En gros, c'est quasiment l'interview que je ferai avec eux en direct. Tu vois, essayer vraiment de comprendre quelle est leur vision pour me dire, ok, si je vais là-bas, je sais 80% de ce que je vais récupérer comme matière, comme Ok. contenu. Et ensuite, une fois que j'ai tout ça, là, je me dis, ok, maintenant, je reprends ma trame que j'avais écrite au début. Qui serait la meilleure personne pour porter le sujet et pour porter cette thématique que j'ai envie de raconter là dans le doc? Et je les contacte. Ils disent quasiment tous oui, parce que c'est assez cool pour eux. En vrai, ils prennent une journée De ouf. et ça leur fait un bon contenu. Euh, et ensuite, c'est juste de leur gars de caler la logistique de tournage. Et comme c'est souvent des gens occupés, en vrai, on tourne entre 15 et 18 jours, je pense, par doc. Mais ça s'étale sur 3 mois parce que tu as des déplacements, parce que tu as les agendas des uns des autres à gérer. Et puis surtout, tout le monde n'est pas en France, si je dis pas de bêtises. Ouais, en gros, à chaque fois, on essaie de faire 1 ou 2 speakers en France. Et le reste, on a fait beaucoup en Europe. On a été quand même du côté de l'Allemagne, de l'Espagne, on a été au UK, on a été Pays-Bas, Italie. Et puis après, on essaie de faire un truc, toujours ramener les meilleures pratiques de l'international. Tu vois, donc on a été au Japon, on a été aussi aux US, on a été au Canada. Et j'aimerais bien aller du côté de l'Afrique pour le prochain documentaire. C'est pas sûr, on verra. Et on est d'accord que les documentaires, la langue des docus, c'est l'anglais. Ouais, tout en Donc anglais. bien sûr sous-titré français Ouais, il pour y a toujours nos un. amis qui n'ont pas eu le TOEIC, Ouais, mais dont je fais partie. il y a toujours un petit bout en français. Là, cette année, c'est même celui où on a mis le plus de français. Je pense qu'il y a 30 ou 35% de français dans Skills, Ok. le dernier. Et ce qui n'empêche pas de diffuser d'ailleurs mondialement. Je pensais que ça allait être un frein Hmm. et que mon distrib, il allait me dire ouais, non, flemme celui-là. Et en fait, pas du tout. Le précédent sur l'IA, c'est quasiment que l'anglais. Il y a 3 minutes de français, mais c'est que l'anglais. Et en fait, c'est aussi ce qui permet de diffuser du coup à l'international. Ok. C'est cool. Donc voilà, donc on écrit le sommaire, on a tous ces invités, on va faire la prod. Et alors là, je pense que c'est la partie peut-être la moins sexy, mais
qui est presque l'une des plus importantes, c'est la post-prod et donc surtout le montage. Et ouais, parce qu'en fait, parce que ça paraît tout con, mais en fait... L'écriture, en fait, la vraie écriture, c'est que ton doc que tu as fait au début, ton petit 6 pages là, en vrai, il sert à rien. Il sert un peu de boussole, mais ce que je veux dire, c'est que l'écriture, elle se fait au moment où tu rentres dans ton studio et tu es en mode ah ouais, mais là, maintenant, j'ai 15 interviews de 1 heure, 1 heure et demie. Tout est trop bon à prendre et il faut que j'en fasse un doc de 50 minutes, 1 heure, 1h10, ce que tu veux. Mais bon, bref, faut que tu jettes 90% quoi qu'il. Et là commence le vrai travail d'écriture. Et, donc et là, en fait, moi, c'est une partie qui a pas l'air sexy, mais en vrai que j'adore. C'est que tu te replonges dans chaque interview. Et sur une interview, tu vas te dire, ok, maintenant, si je devais garder 20 minutes, c'est quoi? Et donc tu tailles, tu découpes l'interview. Et après, tu arrives avec ça et tu fais ce qu'on appelle un ours en montage. Ton ours, c'est tu vas essayer de placer tes séquences, mais vraiment à la grosse maille dans ta timeline, dans ton logiciel. Dans le bon ordre. Comment tu fais là? C'est quoi? T'as un grand tableau blanc chez toi dans lequel tu places les images là, la Minority Report ou en fait, comment tu fais même pour en fait avoir une vision d'ensemble en fait de ces centaines d'heures de rush que t'as pour en faire un docu de, je sais pas, c'est quoi, c'est 1h30 en général? 1 heure 1 heure à peu près. Ouais, moi en fait, j'ai fait une prépa, donc je le rationalise comme une disserte. C'est-à-dire que je prends un grand tableau blanc, exactement, qui est au bureau, chez Com, on fait ça au bureau, et j'essaie de faire partie 1, sous-partie A, B, C, partie 2, sous-partie A, B, C, 3 parties, 3 sous-parties. C'est pas toujours égal, tu vois, parfois il y a 5, 6 sous-parties, parfois il n'y en a que 2. Mais on arrive quand même à recréer un truc. Et ensuite, quand tu as tes séquences de montage devant toi, tu les prends et tu dis, celle-là, elle va dans quelle partie, dans quelle sous-partie, et tu la mets où. Et ça, c'est un exemple ou ça, c'est une théorie. Et tu essaies de faire un mix et de jongler à chaque fois entre théorie, exemple, dans chaque sous-partie, il faut qu'il y ait ça. Et donc, en fait, c'est très mathématique comme truc à la fin. T'as vu ça comme une disserte, vraiment. Ouais, et tu appliques un code couleur à chaque tu sais que je faisais pareil avec mes brouillons. Tu sais, quand je me disserte de philo ou quoi, je prenais mes brouillons et là, je notais tout ce qui me passait par la tête. Après, du coup, pareil, je faisais mon plan. J'avais mes stabilos. Alors là, c'est vraiment très autiste tout ce que je dis. Et en effet, je mettais une couleur par sous-partie. Et après, j'allais voir dans tous mes brouillons. Je mettais des petits codes couleurs en face. Et puis, en fait, après, j'écrivais mon premier jet, quoi. C'est exactement ça qu'on fait. Sauf que ça dure 3-4 mois. Parce qu'il y a beaucoup à traiter. Et ensuite, tu arrives à un truc qui est dans le bon ordre, plus ou moins. À 80%, c'est dans le bon sens. Mais qui est beaucoup trop long, ça fait 2 heures, et là, tu commences à faire de la dentelle. Tu haches, tu taillades, et tu essaies de faire en sorte que chaque phrase prépare la suivante, que ça amène sur la bonne thématique que tu veux traiter, que tu as un lien logique. Tu fais tout ça. À la fin, une fois que tu es parti, tu te dis, ok, maintenant il me manque du lien, donc tu vas rajouter de la voix off, ou alors tu vas rajouter du fast cam ou de la fiction. On a tout testé sur les différents documentaires, on a fait plein de trucs différents. Donc on rajoute ça, c'est ce qui fait les transitions. Et puis ensuite, une fois que t'es content, t'as ton doc, là c'est vraiment de la micro-dentelle. Moi je touche plus grand chose à ce moment-là, je passe le bébé à Flo, et c'est Flo qui fait de la magie, qui s'occupe de faire tout ce qu'on appelle vraiment la post-prod, où tu vas rajouter des sous-titres, où tu vas rajouter tous les talos, le mix audio, tu vas rajouter du sound design. Donc par exemple, tu arrives sur la nature, tu rajoutes des bruits d'oiseaux, des bruits de route, des bruits qui vont faire que tu es immergé dedans. Et tu vas faire en sorte que chaque seconde, chaque micro-transition, chaque image en fait soit parfaite. Et tu as un gros travail de colorimétrie aussi, parce que nous on tourne tout, tu vois, pour pouvoir rebosser les couleurs ensuite en post-prod. Et ça dure vraiment longtemps. C'est un travail qui dure au total 4-5 mois de montage, tout compris, découpage et genre avec une personne qui fait ça à plein temps? Avec 2 personnes. Flo, je pense, ça doit être 1 mois, 1 mois et demi de travail de son côté, 1 mois à temps plein, je pense. Quand même. Ce qui est très efficace. Et il est devenu plus efficace. Ça devait être 3 mois sur le premier, c'est 1 mois maintenant. Moi, je pense que je passe 1 mois et demi à temps plein aussi sur le montage. Et puis, on a un assistant monteur, mais qui est un monteur maintenant, qui lui, je pense, il est bien à 2 mois à temps plein. Ok, mais tu vois, c'est bien ce que je me disais, c'est que je me rendais pas compte. Donc c'est vrai que non, même moi à un moment donné, il va falloir que je prévoie 1 mois où je vais faire presque que ça en fait. Pour faire le découpage, ouais, t'es obligé. En fait, si tu veux que ton doc il te ressemble et il est du fond, il faut que ce soit toi qui. Je peux pas déléguer ça à la boîte. Par exemple, si c'est Com, je peux pas leur déléguer ça par exemple. Bah tu peux, mais je sais pas sur quoi il est ton doc, mais ils sont pas forcément experts du sujet que tu veux traiter. Ouais. Et il y a que toi qui va pouvoir dire, en fait, c'est vraiment ce truc-là qui est important. Mais tu vas avoir des débats. C'est-à-dire que moi avec Flo, on a des débats il y a 2 trucs qui sont géniaux. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on dégage? On sait qu'il faut en dégager un. Ouais, mais sur le fond, les 2 ils sont importants, Flo. Non, ça, faut qu'on en dégage un, c'est trop dense, c'est pas possible et tout. Et t'as des vrais débats, et c'est toi qui dois trancher à la fin. Ok. Et c'est important. Et ensuite, faut pas oublier, t'as une dizaine de freelances qui, je pense, vont bosser dessus
pour d'autres mini-trucs, genre le motion design, tu vois, les synthés, quand t'as le titre qui arrive, quand t'as les noms et les titres des personnes qui arrivent aussi, quand t'as le générique, quand t'as le mix audio, on délègue aussi ça à un studio, enfin bref, il y a plein de gens, il faut te faire une affiche, il y a trop de trucs à faire. C'est pour ça que ça m'occupe quasiment à temps plein sur l'année, et après je fais 2-3 autres petits projets, mais c'est vraiment le doc qui m'occupe le plus, quoi. Ok, bah, tu vois, ça me fait pareil la transition parfaite pour ça. C'est que on en parlait, je pense que on n'avait pas encore appuyé sur Rec à ce moment-là, mais on parlait aussi en fait, du business model en fait, autour de tout ça, avec les documentaires qui sont vraiment le fond en fait, Ouais. et l'image en fait, de l'écosystème work in progress. Mais qu'à côté de ça, c'est aussi une entreprise qui doit du coup gagner de l'argent, vivre, te faire vivre toi, et puis financer les documentaires d'après, les Ouais. produits, enfin bref, il y a beaucoup de choses. Et que l'un de ces trucs-là, c'est notamment les conférences en entreprise, Ouais. les interventions. Ça, aujourd'hui, ça te prend quoi? Ça te prend 10% de ton année, 15% de ton année? Ça représente quoi, En grosso vrai, modo? maintenant, c'est beaucoup plus. Et en fait, j'ai aucun temps de préparation parce que je les connais par cœur, les docs, et je maîtrise le sujet bien. Donc, quand j'ai fait la première année, quand j'avais une conférence, ça me stressait pour la semaine. Tu vois, Ouais, pareil. c'était. Et voilà, maintenant, je débarque et je parle et ça va. Ça veut pas dire que je les bosse pas, mais je les bosse beaucoup plus efficacement et sans stress. Donc, c'est moins prenant quand même en charge mentale. Mais j'en fais. Je pense que cette année, j'en aurais fait 70 ou 80 dans l'année. 70 ou 80 conférences. Ouais. Et Incroyable. c'est un mix de vraies conférences où je suis 1 heure sur scène, où je diffuse des mini-extraits de 1 minute et je parle pendant 1 heure. Et je pense que ça, c'est la moitié. Et l'autre moitié des interventions, c'est projection du documentaire. Et après, c'est conférence-débat, c'est-à-dire posez-moi des questions, j'y réponds. Je reviens sur les concepts du doc, mais c'est beaucoup plus informel, c'est beaucoup plus spontané. Ouais. Et c'est vraiment moitié-moitié. Et j'aime bien les deux. Et ce qui est très cool, c'est que comme maintenant il y a 5 documentaires, et en vrai on en diffuse 4, bah, je m'ennuie pas parce que c'est jamais la même chose. C'est-à-dire que là, hier, j'ai fait une production de skills. La semaine prochaine, je diffuse celui sur l'IA. J'ai encore un doc sur les leviers de motivation. Après, j'ai un truc où c'est un mix de tout ça. Et je m'ennuie jamais, quoi. C'est ça qui fait que c'est chouette. Et les confs, j'ai eu à un moment donné, l'année dernière, où je me suis dit, putain, j'en fais trop. Ouais, Comment- c'est usant. Après, je C'est sais pas si relou, t'as une c'est vie de usant. famille, ça aussi ou pas, mais Ouais, c'est intense, ouais. mais ça Tous les va. voyages, en fait, hein, C'est limite, des voyages, qui est le c'est le plus déplacement en fatigant. fait. C'est le Moi je vis déplacement. entre Lyon et la Bretagne, j'ai ma copine qui est en Bretagne et moi j'habite à Lyon. Tout mon taf est à Paris et je suis dans des trains mais tout le temps, la Après, SNCF. quand même, vous vous êtes bien choisis les deux, quoi. Enfin, C'est relou. Ouais, bon, ça aurait pu être Strasbourg-Biarritz, tu vois, ça aurait pu être pire, mais bon, tu vois, vous n'avez pas choisi le ouais, truc le plus simple, parce qu'en plus, pour vous voir, obligé de passer par Paname, je suppose, parce que ouais, tu peux ouais. pas Non, non, couper, quoi. t'as du Rennes et c'est méconnu, mais Ah, t'as un Lyon-Rennes en avion? en train, En train? 4 heures direct. Ok, T'as pas un mal. Lyon-Rennes en 4 heures direct et je sais pas que font les gens, mais il est tout le temps plein. Tu vas le mardi à 15 heures, le train est plein. Les Et Lyonnais vont en Bretagne. ouais, ouais, Ou les dans Bretons un vont à sens Lyon. comme dans l'autre, c'est plein. Et non, mais c'est au prix de beaucoup de déplacements et je ferai pas ça toute ma vie, c'est clair. Mais là, je suis dans une période où ça m'éclate et j'adore ça en fait. Ok. Toi, t'as quel âge? T'as quoi, la petite trentaine? J'ai 28 là. Ouais, Et, ok, donc t'as même moins de 30 ans. ouais, je pense faire ça encore 1 ou 2 ans sur ce rythme de fou furieux et après me calmer. Mais en même temps, tu vois, ce rythme, il me plaît bien. Quand je suis une semaine au même endroit, j'ai la bougeotte, j'ai envie de faire autre Ah, donc chose. c'est-à-dire que ton premier doc, t'avais 23 piges? Ouais, je sais même pas, ouais, je Ouais, pense, ouais, putain, ouais. ok, t'étais hyper jeune, ouais. Non, mais Ouais. c'est cool. Et parce que du coup, c'est quoi ta vision? Alors, je vais pas te demander ta vision à 10 ans, machin, etc. Mais c'est-à-dire que toi, aujourd'hui, vu la marque et l'écosystème que tu as créé, en fait, encore une fois, peut-être pas au même rythme, peut-être que demain, tu vas avoir des gens qui feront aussi peut-être les conférences pour toi, en fait, sur ce C'est sujet. possible, ouais. Et qu'un jour même, en fait, parce qu'aujourd'hui, la marque, c'est vachement Samuel Durand quand même Ouais, aussi. Et Samuel Durand, c'est très work in progress. ouais. C'est quoi, du coup, tu as un peu ta vision sur un peu ta marque personnelle et le futur de la marque en termes de représentation? Bah, la marque, c'est clair que ça restera lié au travail, ça va pas bouger. Mais ce que j'essaye de faire, c'est toujours de m'amuser. Et de m'amuser en innovant dans les formats. Tu vois, j'ai fait 2 bandes dessinées, je pense pas que j'en ferai d'autres, mais je me suis éclaté, c'était une belle parenthèse. Là, j'ai lancé un concept au mois de mars, qu'on refait en novembre, que j'adore, Hum. qui est un comedy club. Vas-y, ça, je veux trop que tu m'en parles. Mais ça, tu vois, ça, c'est un hasard. C'est qu'il y a 1 an et demi, je vais pour la première fois de ma vie dans un comedy club. Tu sais que j'ai jamais été et il paraît que c'est fou. Et c'est trop bien, c'est Bah trop ouais, marrant. c'est ouf, ça fait 10 ans que ça existe, j'ai jamais été. Bah, je t'inviterai sur le prochain. Ah bah, je suis trop chaud. On va en faire 18 sessions, donc il y aura une date qui collera un Il y jour. aura un truc à Bordeaux? Pas Bordeaux, on va faire d'autres villes, mais on passera pas par Bordeaux, je crois. Ah, Ah, sympa. on pourra faire peut-être un jour Bordeaux. Bon, Je vas-y, pense, tu peux quand même en parler, mais en mars je suis prochain. un peu vexé quand même.
Et en fait, je viens dans un comedy club, je me dis, putain, mais le format, c'est trop stylé, c'est trop cool. Faut en faire un sur le travail. Et donc, la chance d'avoir cette marque-là et ce branding, c'est que globalement, je peux lancer un peu n'importe quel format sur un sujet de travail. Tant que c'est bien fait, ça marchera. Et c'est ça que je trouve très cool. Demain, je lance un jeu vidéo, je lance un jeu de cartes, j'en sais rien. Je suis pas trop inquiet, je pense que ça Un marchera. loup-garou spécial travail. J'ai vu le truc passer de Kimono, Ouais. qui lance ça, c'est trop marrant. Alors du coup, moi, tu sais, Kimono, j'y suis plus du tout opérationnel, donc là, tout le Ouais, mérite revient à mon associé et CEO Olivier et ouais, ses c'est équipes. Olivier, ouais. Mais ouais, ils ont dealé un putain de truc, hein. J'ai vu passer, Je me demande même ouf, si hein. là, j'en fais la pub ou quoi, parce que je crois que c'est déjà plein pendant des mois, tellement c'est ouf. Grosso Ouais. modo, c'est d'aller faire des off-site avec ta boîte, mais vraiment sur le lieu où a été tournée la série du loup-garou, avec les mêmes règles que dans la série, etc., les mêmes Ça tue. conditions de jeu. Et c'est incroyable, quoi. C'est mon rêve de Ouais. pouvoir y aller. C'est genre, même moi, qui suis quand même associé Juste dans le pour truc, kiffer le truc, ouais. je me bats pour essayer d'avoir une place pour pouvoir aller Ouais, le c'est faire sûr. avec mes teams, quoi. Mais bien sûr, non mais c'est trop stylé. Bon, en digression, mais en Ouais, gros, pardon. sur le Comedy Club, je vais faire ce truc-là, je me dis c'est trop stylé, faut le faire. Et donc on lance, et je rappelle un pote d'école qui lui est devenu humoriste, qui fait des plateaux, qui tourne, il fait, je sais pas, il doit faire 4 ou 5 plateaux par semaine de sketch à Paris, et donc il est connecté avec tous les humoristes. Et on monte un plateau en gros, de 5 humoristes qui ont des sketchs sur le travail. Certains qui ont des spectacles entiers de 1 heure qui font les tournées dans toute la France, d'autres qui ont que des 10 à 12 minutes, mais ça suffit largement, vraiment sur la thématique travail. Et ça, on a fait 10 sessions à Paris, tout était sold out, c'était trop marrant. Je me Genre, vous suis faisiez quoi dans quel type de éclaté. salle? On a justement le parti pris, c'est de dire on prend un espace de travail. Donc on était au 11e lieu, c'est un tiers-lieu dans le 11e arrondissement. Qui est génial, qu'on transforme, dans lequel c'est un cowork la journée, dans lequel on transforme tout, on met des chaises et ça ressemble vraiment à un comedy club avec une scène, avec des néons rouges, avec des T'as murs. trop bien. Des Combien de murs. personnes à chaque fois viennent? Et ben en fait, on veut garder le côté intimiste, donc on fait 70-75 personnes par session. On fait qui est 2 pas mal, sessions par déjà. soir. Ouais, c'est gros, hein. Les comedy clubs les plus gros, ils sont plutôt à 40-60 places, Ouais, ouais, grand ça max, fait hein. déjà du monde, hein, 80 Mais personnes. en fait, on était parti sur 60 et puis il y avait plus de demandes que ce qu'on pouvait, donc on a poussé les murs au max, on a rajouté des chaises et donc on a fait, je sais pas, 750 billets sur la première édition et là on va en faire 1400 sur la deuxième en novembre qui va repasser par Paris, on va faire du Rennes, du Nantes, du Marseille et du Lyon. C'est en train de se caler. Je veux dire que Rennes est passé devant, a été avant Bordeaux. Rennes est passé avant Bordeaux. Mais en fait, le truc, c'est que le priori, on va faire 2 sessions par an. Une en novembre, une au mois de mars. Ok. Et donc, en fait, après, on ira faire Bordeaux, Strasbourg, Lille, d'autres villes où on n'a pas été, tu vois. Heureusement que t'as mis Lille, hein, putain. Ouais. D'ailleurs, ils nous mettent sur le même. Bon, bref, non, les Rennais et les Strasbourgeois vont me détester, mais je vous embrasse. Putain, mais c'est ouais. trop bien ça. Et ça, pareil, encore une fois, est-ce que ça, par exemple, il y a un vrai business model là-dessus, ou encore une fois, c'est plus une action pour continuer de faire rayonner la marque et la faire vivre, en fait? Je perds pas d'argent dans l'histoire, mais je suis flat, Ouais, mais j'en gagne voilà. pas. On Parce est d'accord, que c'est plus un contenu, c'est un kiff. c'est un kiff pour, encore une fois, faire rayonner, en fait, Ouais. ta Disney Map, quoi, tu vois. Ouais, mais en fait, tu vois, quand je réfléchis même pas à ça, je me dis juste, ça me fait marrer. Mm. Ce qui me rémunère, c'est les conférences. Je cherche pas à faire des millions d'euros. J'ai juste ce qu'il me faut pour vivre avec mes confs. Largement, je vis très bien. Et à côté de ça, je me dis, c'est quoi les projets qui me font taper des barres. Et ça m'éclate. Et les documentaires, je m'en suis jamais lassé, donc je continue, j'adore ça. Et il y aura d'autres formats dont j'ai même pas encore l'idée aujourd'hui, mais qui vont naître, c'est sûr. Mais pas parce que je me dis, il faut quadriller la map de tous les formats que je peux tirer sur le travail. Parce qu'à un moment C'est- donné, tu vas commencer à avoir fait presque tous les sujets, quoi. Enfin, Ouais, mais alors, sur le fond du sujet, tu peux toujours, il y a tellement de trucs, tu tires un fil, il y en a d'autres, c'est inépuisable comme thématique, la transformation du travail, parce que par nature, en fait, ça se transforme tout le temps. ouais. Mais sur le fond, je sais pas, demain, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être une comédie musicale, ça peut être une pièce de théâtre, tu peux écrire un Ça fait livre. 2 fois que tu parles de jeux de cartes, hein. J'ai l'impression Ah ouais. qu'il y a un truc dans les bacs, hein. Non, mais ouais, j'ai déjà parlé avec un gars qui voulait qu'on fasse ça, et c'est Ouais. vrai que ça pourrait exister un jour. Non, mais tu vois, en termes de format, on peut tout faire. J'ai jamais écrit de vrais bouquins, j'ai fait des BD, mais un bouquin, ça existera un jour aussi. Donc, je me mets aucune limite et je suis surtout guidé par qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et tu vois, je me suis posé la question, je suis dans un modèle de solopreneur, je suis tout seul, je suis indépendant, mais je bosse avec plein de gens autour de moi. Et je me suis vraiment posé la question sur le deuxième ou troisième doc, quand j'avais plus de demandes que ce que je pouvais faire tout seul. Est-ce que je veux pas monter une équipe, recruter, on fait 3 docs par an et on fait un gros truc. Et je me suis dit, mais j'ai aucune envie de ça, j'ai envie d'aller à mon rythme et de faire un truc qui m'éclate vraiment au quotidien. Et donc c'est pour ça que je reste sur ce mode-là de on se laisse guider par les envies, par les projets.
Et heureusement, il y a des conférences qui permettent de financer toute la structure du reste, qui soit perd un peu d'argent, soit n'en gagne pas, mais qui arrive en nombre. Enfin, j'ai beaucoup plus de demandes que ce que je pourrais faire en conférence jamais dans une année, c'est pas possible. Donc ça maintient le truc. Et après, il faut arriver à trouver l'équilibre du temps, qui est dur, c'est pas évident, tu vois. On est au mois de juin là, on te propose une date en janvier prochain de conférence, t'es dispo. Donc tu dis oui. Mais en fait, entre-temps, tu vas dire oui à absolument tout. Et c'est un truc où c'est super dur de dire non. Parce que t'es saucé, on te dit, ah, il y a ton documentaire, il y a 300 personnes qui veulent le voir dans telle ville. Allez, bah vas-y, je vais venir à Dunkerque, vas-y, je vais venir à Besançon. Et tu sais que moi, en plus, c'est marrant parce que j'en parlais avec ma femme juste hier. Ouais. Et en fait, souvent, moi, il y a plein d'événements où je vais. Et en fait, quand j'y vais, je regrette. Mais en fait, comme on me l'a proposé il y a 4 mois, 5 mois, en fait, c'est loin. Et du coup, tu as un peu le FOMO. Et en fait, le côté qui te ferait dire non, qui en fait, le côté, bah, c'est vrai que c'est chiant de se déplacer, Ouais. etc. Et tout. Et ben en fait, du coup, tu l'as pas 5 mois avant, où tu vois que le côté Clairement. positif. Exactement. Donc, tu as tendance à dire oui à trop de choses. Et tu vois, c'est l'un des trucs que je vais corriger un peu cet été, là. Parce que là, quand on tourne, on est en juin. Ouais. C'est de me dire qu'à partir de septembre, déjà que j'ai bien réduit la volure, mais tu vois, il faut que j'arrive à dire non à encore plus de choses. Parce que c'est vrai que, enfin, un déplacement, ça te ruine 2 jours. Enfin, ça te ruine. Ça t'enlève 2 jours Ouais. de taf en bureau, quoi, tu vois. Et sur une semaine de 5, en enlever 2, c'est beaucoup quand même, tu vois. Ben, carrément. Mais du coup, au début, ça me saoulait vraiment beaucoup parce que mais j'en fais énormément, hein, des kilomètres en train. C'est monstrueux. Et en fait, là, j'ai commencé à me dire, bah, en fait, accepte le truc. Genre, là, c'est une parenthèse. Tu vis dans le train pendant encore quelques années. Et c'est pas grave, c'est OK. Et se dire, pas être saoulé par le déplacement. Ouais, j'arrive dans une ville où je connais personne, je vais dans un hôtel relou le soir, flemme. Mais en fait, du coup, profite du moment. Fais pas juste la conf et tu te barres après. Fais la conf, va discuter. Et bon, hier à Bordeaux, tu vois, j'avais un pote qui était là, mais ensuite, aller boire un verre, tu vois, et faire la fermeture du cocktail, parler avec tout le monde et se dire, il y a 300 personnes qui sont venues, bah, profite, parle avec tous les gens qui veulent te parler, quoi. Te taille pas à la fin. Ce que je faisais pendant un moment, tu vois, pendant un an, je faisais mon truc et je me barrais, j'allais faire ma vie et je me disais, je bosse à l'hôtel, je fais le truc. Mais en fait, là, j'essaie de vraiment profiter beaucoup plus de chaque moment et me dire, on n'est pas là juste pour optimiser chaque minute, quoi. Parce que t'es plutôt extraverti, toi, ou introverti? Je pense que je suis plutôt introverti. Je me ressource beaucoup plus à tout seul quand je suis dans mon monde. Mais Ouais, qu'on redise un peu en fait, la définition pour les gens. Parce ouais, que, les gens, ils se disent extraverti, c'est le mec qui est pump it up, et introverti, c'est le mec qui est timide. C'est pas vraiment ça, en fait. L'extraverti, c'est celui qui se nourrit ouais, des autres, de l'énergie des autres. Donc, il adore, justement. Là, tu le mets dans un. Justement, tu viens de faire une conf, il y a 300 personnes qui sont là. Tu le mets dans la foule, le mec extraverti, ouais. c'est bon, il se Non, requinque avec ça. Moi, ça me vide. Vraiment. L'introverti, c'est le contraire. Il se fait vider son énergie par les Ouais, autres. Et moi, tu vois, pareil. Moi, j'aime bien dire que je suis un introverti qui est à l'aise en société. ouais, c'est Parce que ça. par contre, voilà, si je fais une conf, je vais aller parler à tout le monde après. Bah, déjà parce que c'est la moindre des choses. De Bah deux, ouais, parce que, bah, en effet, les gens, ils sont venus t'écouter, ils s'intéressent au sujet qui, toi, te passionne. Ils ont envie d'en discuter après. Bon, bah, c'est quand même la moindre des choses, quoi, tu vois. carrément. Mais la vérité, c'est que je fais un effort. Je prends Et beaucoup t'es sur vidé moi. après. C'est-à-dire que moi, si je pouvais être la plupart du temps tout seul, ou encore une fois, si c'est ma famille, mes En amis, petit etc., comité, c'est quoi. le contraire, ils me pompent pas mon énergie, au Bien contraire, sûr, ils m'en donnent. bien sûr. Mais les gens que je ne connais pas, qui me parlent, je suis obligé de prendre une grande bouffée d'oxygène avant Ouais, pour. Mais par contre, après, je donne toute l'énergie, tu vois. Je lui ouais. montre jamais que ça me saoule ou quoi. Et le mot, c'est que c'est pas que ça me saoule, c'est que c'est comme du sport, quoi, pour C'est moi. prenant, mais non, Mm. mais c'est clair. Mais j'ai la même chose, mais j'essaie quand même de le faire. Et après de me dire, je respire ensuite, tu vois. Mais il y a toujours ces temps. En fait, moi, mon job, il est quand même beaucoup dans l'écriture, dans la préparation. Donc, t'as beaucoup de temps d'interaction, mais qui sont ponctués de temps où t'es seul et qui me font beaucoup de bien. Moi, c'est Ouais. un rythme qui, aujourd'hui, me va bien, qui m'a saoulé et qui me va bien. Et je pense que dans un an et demi, 2 ans, je me calme un peu, quoi. Ok, bon, tu vois, on arrive, on arrive bientôt à la fin du coup de la session. Moi, ma question, ça va. Alors, déjà, non, par contre, j'en avais une que je voulais te poser tout à l'heure. C'est, t'as déjà le prochain sujet du prochain doc ou c'est un Ouais, truc un peu secret? ouais, je peux le dire. En fait, chaque documentaire nous amène sur le suivant. Donc là, les conversations qu'on a en diffusant Skills, c'est de dire, OK, on veut tous l'entreprise apprenante, on est tous d'accord pour ça, mais maintenant, quel management, quel leadership pour déployer l'entreprise apprenante Euh, et comment est-ce qu'on rend à nouveau attractive cette fonction managériale qui a perdu de ses lettres de noblesse. Et donc, on va essayer de défricher cet énorme sujet du management sur lequel tout a été déjà dit et écrit, mais Ouais. de prendre un angle un peu frais, d'apporter de nouvelles perspectives et d'essayer de montrer quelles sont les innovations managériales qui réellement fonctionnent.
Ok, donc ça, là, on est en mois de juin. Ouais. Donc là, si je dis pas de bêtises, là, tu vas commencer à écrire ton petit Ouais, mémo. exactement. Je suis en plein dedans. Du coup, tu vas te documenter là, tout l'été là-dessus. À fond. Et vous allez démarrer, en fait, enfin, tu vas contacter les gens, je sais pas, août-septembre et commencer octobre-novembre à tourner, quoi. C'est exactement ça. On est sur le bon On playbook. est sur le bon cycle et sorti avril 2026 du coup, Ok. Bidoc. Toi, où est-ce qu'on te suit, Sam, et si on est une entreprise, où est-ce qu'on te contacte? Si on est, encore une fois, une personne lambda comme moi, qu'on veut voir les docus, où est-ce qu'on va? Enfin, c'est quoi un petit peu tous les points d'accroche? Pour rentrer partout, le mieux c'est LinkedIn, je pense, pour me parler, pour suivre tout ce que je fais, c'est la newsletter, le billet du futur sur Substack. Et puis pour regarder les documentaires, vous avez tous les liens sur LinkedIn et sur Substack, mais sinon vous tapez juste Work in Progress documentaire dans Google, vous arrivez sur le site et il y a tout. Ok, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde et qu'on a peut-être oublié d'aborder? Franchement, on a tout fait, on a même parlé de la marque de vêtements dont j'ai pas parlé depuis. C'est fou, hein, mais Ouah. parce que tu sais, enfin, si je suis hyper honnête avec toi, j'étais hyper fan du design. En fait, j'adorais en fait le fait de prendre un peu le bleu, blanc, rouge, Ouais. mais avec un bleu que personne n'utilisait, qui était un bleu un peu, pas vraiment pastel, il Ouais, était spécial. c'est vrai, Il avait quelque chose, c'est un quoi. bleu qu'on voit pas trop. Et puis, en fait, le logo, il est ultra simple. Il y a juste Ouais. marqué esquive en police grasse en bas. Et ça te fait une sorte de De fusée, triangle, non? fusée montagne, en fait. Mais comme on était sur la montagne, tu vois, on voulait jouer là-dessus. Et le côté bleu, blanc, rouge. Mais c'est pas le bleu du drapeau français, c'est. Parce que tu avais inversé, non? Et C'était c'était un rouge, peu blanc, inversé. bleu. Ouais, c'était Ah, inversé je aussi. me rappelle très bien. C'est... Je te dis, moi, je demandais à mes franchement, faudra que je retrouve, mais je suis sûr que j'ai un ou deux visuels où on vous a pompé votre truc et on a Wow. remplacé esquive par un autre mot, quoi, tu vois. Et bah, je te dis, autant les visuels des t-shirts, c'était fait par quelqu'un qui était hack et graphiste, il y avait vraiment une vraie patte artistique. Autant celui-là, c'est vraiment un visuel que j'ai fait sur Canva à Ah. 22h30 en école de commerce en n'ayant aucune notion graphiste. Je me suis dit, c'est comme ça que je le veux. Et après, je l'ai envoyé à ma pote qui est graphiste, je lui ai dit, refais-le moi maintenant sur Illustrator pour pouvoir faire un truc vectoriel, tu vois. Mais vraiment, c'était un Canva pourri au début, quoi. C'est ouf. Toutes les belles histoires démarrent sur Canva, qu'on embrasse. Bah écoute, merci beaucoup Sam, je vais faire les petites mentions légales de fin de vidéo. En tout cas, si vous avez écouté jusqu'au bout, évidemment, on vous en remercie. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur le podcast, donc c'est vraiment cool. Si vous êtes sur YouTube, évidemment, on s'abonne, on like, on met un petit commentaire pour soutenir le taf. Et si on est en audio, Spotify, Apple Podcasts, Deezer et les autres, on met un petit 5 étoiles, important pour le référencement. Je vais remercier le sponsor de cet épisode. Je ne sais pas qui c'est, mais je l'embrasse. Parce que je ne sais pas quand est-ce que... Je pense qu'on va le sortir, je pense début juillet. Ouais. Donc, bonnes vacances à vous si vous êtes déjà en vacances. Bon courage si c'est la dernière ligne droite. On vous embrasse, on vous dit à bientôt et ciao! Salut tout le monde.